C'est ma voix ou c'est... Bon, bien. Panorama, on m'a demandé, je crois que c'est tout à fait correct, de parler, disons, de la dimension internationale de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Je dis c'est tout à fait correct parce qu'en présence de Syriens et de Syriennes et qui de plus sont directement impliqués dans le conflit, ça serait prétentieux de ma part de me prononcer sur la dynamique interne. On pourra en discuter dans la discussion, ça c'est autre chose. Donc effectivement, je vais plutôt parler du contexte international et de ce qui se passe. Et en commençant par encore une fois, tordre le cou à un mythe durable qui est surtout propagé par ceux et celles qui veulent justifier un appui direct ou indirect au régime syrien, le mythe que les États-Unis cherchent à renverser le régime, que l'objectif des États-Unis est le renversement du régime. C'est un mythe. Les seuls qui veulent des renversements de régime dans la région, c'est les peuples. Comme le fameux slogan, le peuple veut le renversement du régime, veut renverser le régime, l'a bien exprimé. Ce n'est pas du tout un souhait partagé par les États-Unis. Depuis le début du soulèvement régional, les États-Unis ont réagi de manière qui montre bien à quel point ils sont obsédés, obnubilés par ce qu'ils appellent les leçons de l'Irak. L'Irak étant, faut-il le dire, la plus importante défaite de l'Empire américain, l'Empire états-unien, depuis le Vietnam. Et sinon, peut-être encore, enfin, une défaite peut-être plus importante, qui porte plus encore à conséquence que le Vietnam, si l'on tient compte des enjeux qui sont beaucoup plus considérables du fait de l'importance stratégique de la zone, la région du Golfe, pour des raisons que tout le monde connaît, qui ont été au pétrole en premier lieu. Et ces leçons d'Irak consistent à dire que le fiasco de l'occupation de l'Irak par les États-Unis a été dû à une erreur majeure qui a été le démantèlement de l'État marxiste et en particulier de l'armée irakienne. Dans tous les écrits de sources états-uniennes sur les leçons d'Irak, c'est une constante. On a fait une grosse bourde, l'administration Bush a fait une grosse erreur en démantelant l'armée irakienne. Bon, et donc c'est comme ça qu'on explique la situation chaotique qui s'est développée dans le pays, les résistances diverses qui ont surgi contre l'occupation, pour aboutir, au bout du compte, à un retrait, pour l'essentiel, un retrait des États-Unis d'Irak, sans avoir pu réaliser un quelconque des objectifs pour lesquels cette occupation avait eu lieu. Donc, en ce sens, c'est une défaite lourde pour les États-Unis et qui signale à l'échelle régionale un déclin fort de l'hégémonie de Washington. Déclin de l'hégémonie de Washington qui survient dans un contexte de déclin plus général, plus mondial, avec la crise économique, avec les changements de rapport de force économique, avec la montée de ce qu'on appelle le BRIC, et en particulier la Chine. Bon, on a donc tout un contexte ici qui détermine l'attitude des États-Unis depuis le début du soulèvement régional. Et cette attitude donc a consisté à chercher partout à réaliser, à assurer ce qu'on a appelé à Washington des transitions dans l'ordre. À commencer par l'Égypte, bon, la Tunisie qui a précédé,
qui a servi un peu de modèle dans ce sens-là, mais enfin, surtout l'Égypte, là où l'action de Washington a été décisive, négocier des transitions qui permettent de maintenir, de préserver la continuité de l'État et en particulier de ses forces armées, mais en tout cas de tout ce qui peut maintenir l'ordre dans le pays. L'intervention en Libye participe de cette même logique, contrairement aux apparences et à ce que l'on pourrait croire. C'est une intervention qui, dans ses modalités, s'inscrit dans cette logique-là. C'est une intervention qui s'est faite à dessein, à petit feu, pour tenter d'aboutir à un compromis avec le régime. Donc la condition sine qua non aurait été le départ de Kadhafi. Ça ne s'est pas fait et les événements, enfin l'insurrection libyenne a renversé le régime contre l'attente et les espérances des régimes occidentaux, à commencer par les États-Unis. En conséquence, l'attitude en Syrie est une attitude de prudence qui apparaît comme extrême. On a parlé de pusillanimité, on a parlé de timidité, on a parlé de lâcheté même sur l'administration Obama, mais il y a un double fiasco. Il y a les leçons d'Irak dont on vient de parler, puis auxquelles s'ajoute la leçon de ce qui s'est passé en Libye, où la situation a complètement échappé au contrôle occidental, au contrôle des États-Unis, et leur apparaît comme particulièrement inquiétant. D'où, avec d'autres considérations évidemment qui entrent en ligne de compte, la différence entre les deux pays, le fait qu'une intervention en Syrie serait beaucoup plus difficile, le fait qu'il n'y a pas de pétrole, etc. On peut dresser une liste des raisons, mais on comprend la logique de la non-intervention des États-Unis en Syrie, mais également le refus même d'une intervention indirecte par le biais de l'armement, par le biais de la livraison d'armes à l'opposition syrienne. Ce que Washington a voulu faire est une attitude qui, dans le fond, est très machiavélienne et tout à fait criminelle. C'est d'observer avec une certaine satisfaction, et cette satisfaction est encore plus grande en Israël, la destruction mutuelle du pays, un conflit qui dure, de la même façon qu'on a par le passé considéré avec beaucoup de satisfaction la prolongation du conflit entre l'Iran et l'Irak, qui était donc jugé comme positif en soi dans la mesure où se détruisait mutuellement, avec l'idée qu'au bout, eh bien, on pourra négocier un compromis avec un régime affaibli, en comptant en même temps, en Syrie, comme à l'échelle régionale, sur une collaboration avec les frères musulmans, au mouvement des frères musulmans à l'échelle régionale, par l'entremise du Qatar en particulier comme sponsor des frères musulmans. Et on a vu la lourde main du Qatar en ce qui concerne les instances de l'opposition syrienne en exil. L'optique étant donc d'aboutir à un règlement négocié entre le régime et l'opposition, avec, on l'a compris assez tôt à Washington, là aussi, comme condition sine qua non, le départ de Bachar al-Assad. En tout cas, c'est au bout de quelques mois de conflit, c'est la conclusion à laquelle les États-Unis étaient arrivés, a appelé il y a un peu plus d'un an la solution yéménite, qui consiste exactement en cela, un président qui abandonne la présidence, qui la transmet au vice-président dans une transition négociée entre
le gros de l'opposition avec les frères musulmans en votre place et le régime, dans une continuité de l'État, qui est, encore une fois, le souci majeur. C'est l'optique dans laquelle on s'est placé à Washington. Sauf que, bon, au bout d'un temps, ce qui a émergé de plus en plus fortement au cours des tout derniers mois, c'est d'abord ce qui est inquiétant pour les États-Unis, une intervention directe de l'Iran et des alliés de l'Iran dans le conflit, une intervention sur le terrain qui, évidemment, pour les États-Unis et pour Israël, allume les feux rouges. Et, par ailleurs, la conséquence quasiment naturelle du fait que les seules sources de financement de l'opposition sont les réseaux ou des États qui ont tout intérêt à soutenir des variantes de l'intégrisme des frères musulmans jusqu'aux djihadistes, eh bien c'est le développement, notamment de djihadistes, les autres ne font pas peur à Washington, de deux organisations qui se réfèrent officiellement à Al-Qaïda et qui donc sont perçues à Washington comme un développement inquiétant. C'est ça, surtout, l'arrière-plan de cette histoire des armes chimiques. Bon. Au sens où, évidemment, il y a une certaine hypocrisie à considérer que la ligne rouge, c'est tuer 1000 personnes avec l'arme chimique, alors que plus de 100 000 morts avec des armes dites conventionnelles, y compris l'aviation, etc., ça ne pose pas de problème. Bon, mais cette hypocrisie, en fait, elle est au niveau du prétexte qui est saisi afin de hausser le ton, de menacer, de frapper, pas évidemment parce que les États-Unis se soucient du bien-être de la population, se soucie de la population syrienne, encore une fois, plus de 100 000 morts et un cynisme absolu face à ce qui se passe, mais l'inquiétude par rapport au développement politique, au développement des djihadistes, à l'intervention de l'Iran, etc. C'est surtout ça qui sont des motifs d'inquiétude pour les États-Unis et pour Israël, qui va déterminer donc la façon dont le ton a été haussé récemment, de manière à déboucher sur cet accord avec la Russie, ce que Washington n'a pas cessé de chercher. Depuis 2 ans, Washington déploie une sorte d'offensive de charme vis-à-vis de Moscou pour essayer d'obtenir une collaboration de Moscou sur le dossier syrien. Là, on y est bon, dans le sens où on voit ce qui se passe avec la question des armes chimiques et l'accord qui se dessine entre Washington et Moscou pour Genève 2, pour revenir, pour amener tout le monde à la table des négociations, encore une fois, dans l'optique que j'ai décrite, celle de cette transition négociée. Voilà, donc voilà un peu comment on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais conclure en disant que, dans tous les cas de figure, sans reprendre ce que j'ai dit au début sur le fait que je n'allais pas me prononcer sur la situation syrienne elle-même, mais en tout état de cause, je crois que ce n'est pas à nous de décider pour le peuple syrien, c'est à nous de défendre le droit du peuple syrien de décider lui-même. Ça veut dire que quel que soit, je ne rentre pas dans les cas, des accords forts dans l'opposition syrienne, même sur le principe d'aller à Genève ou pas, je ne rentre pas dans cette discussion.
peut dire, ce qu'on peut dire, ce que nous pouvons dire, c'est que quel que soit les moyens, quel que soit le moyen, quelle que soit la démarche, l'essentiel c'est que tout accord qui se fait en violation qui ne respecte pas le droit du peuple syrien à se prononcer démocratiquement sur le régime qu'il veut, et le droit du peuple syrien à se prononcer démocratiquement, c'est à la fois les élections et le droit de manifester sans se faire tirer dessus. Hein. Tout accord qui ne respecte pas cette revendication, cette exigence minimale, est un accord qui ne peut pas être accepté. Au-delà, c'est évidemment au peuple syrien de décider. Merci.